Donne la parole. Nous étions dans l'ascenseur. Ophélie s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai murmuré: Tu as besoin de dormir. Dors et tout s'éclairera demain. Brillante, intelligente, sensible. Ce soir-là, fatiguée, épuisée, les idées s'embrouillaient dans sa tête, laissant remonter à la surface ses angoisses, ses peurs, ses ombres. Le scénario de sa vie se noircissait au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient et que son corps s'épuisait. Moi aussi, comme Ophélie. Oh combien de fois j'ai joué et rejoué cette scène, non pas sous les feux des projecteurs, mais sous la pesanteur de ma fatigue blancheur. La privation de sommeil est une méthode de torture utilisée depuis l'Antiquité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans l'émission La Voix de Calliope, nous allons parler avec mon invité du sacro-saint sommeil et de notre dette. Mais avant cela, je vais vous faire une petite confidence. D'habitude, lorsque je prépare l'émission, mon écriture est fluide, les idées fusent, mais hier, j'étais épuisée, en manque de sommeil. Aucune excuse à autoproclamer, juste moi qui n'ai pas respecté ce besoin vital. Résultat, j'en étais au 3e expresso avalé en moins d'1 heure et demie, moi qui pourtant peux me passer sans problème de shoot de caféine durant une journée. Le pire dans tout ça, c'est que ma Dolce Gusto était aussi épuisée que moi. Son voyant vert était passé au rouge. Oui, elle était comme mon cerveau, entartrée, avec un gros red flag qui clignotait comme pour te signaler un découvert. Car oui, nous jouons au poker avec notre capital sommeil, comme si une banque universelle du sommeil allait venir le créditer gratuitement quand tu étais dans le rouge. Mais ce qui est perdu est perdu. En moyenne, nous passerions 25 à 35 années de notre vie derrière un écran. Il serait peut-être bon de récupérer quelques-unes de ces années pour dormir. Dans une interview récemment mise en ligne sur YouTube par le magazine Brut, Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris, y décrypte le sommeil, les inégalités sociales et les risques associés. En France, la dette de sommeil est évaluée à 1h30 par nuit. J'y apprends que la privation de sommeil est un énorme stress pour le corps, engendrant de l'inflammation, une accumulation de protéines toxiques et une perturbation du fonctionnement neurocognitif. Une dette accumulée entraînerait non pas des agios, mais beaucoup de pathologies mentales, anxiété, dépression, hallucinations, maladies cardiovasculaires et donc à terme une mortalité plus précoce. Et donc, conclusion, dans certains cas, ce ne seraient pas les troubles mentaux qui perturberaient le sommeil, mais le manque de sommeil qui nous ferait péter les plombs, carrément. Dans une société où tout va plus vite, qui valorise les personnes qui sont toujours plus dans l'action, toujours plus dans la réflexion, le sommeil fait figure de temps perdu. Or, le saviez-vous, le sais-tu, Einstein dormait 10 à 12 heures par nuit et s'octroyait même une petite sieste de 15 à 20 minutes tous les jours. Donc, moi, ça me donne envie de roupiller, et vous, et toi, je ne sais pas. Mais se blottir tous les soirs dans les bras de Morphée devrait être un rituel sacralisé. Le sommeil est un luxe, un trésor à conserver. Pour en parler, j'ai souhaité inviter Anne-Sophie, Anne-So pour les intimes. Bonjour Anne-So. Bonjour. Ce n'est pas du tout une spécialiste du sommeil, quoique je suis sûre que t'aimes bien dormir. Ouais, ça se voit. Ouais, ça se voit. Tu es journaliste, actuellement directrice de rédaction au sein d'une agence spécialisée dans la création de contenu sur les thématiques de la santé, la prévoyance et la protection sociale. Passionnée de culture, et c'est bien pour cela que je t'invite aujourd'hui, créatrice de contenu sur TikTok et Insta, toi, Anne-Sophie in Paris, tu recenses des idées de spectacles, expos, balades à Paris en apportant un poil de culture dans notre quotidien. Et comme si ton emploi du temps n'était pas assez chargé, tu es également autrice pour la série humoristique corse Pas aisée, que vous pouvez visionner sur la chaîne YouTube Pasta Prod. Mieux encore, elle est diffusée tous les soirs sur France 3. Bon,
Si tu parles pas le corse, c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est sous-titré sur YouTube. Cette Oui. série évoque avec humour le quotidien des habitants de Karakutu, très dur à dire, Karakutu, un village imaginaire ancré dans la Corse actuelle. Tout un programme et j'espère que tes scénarios sont drôles. On a envie de rire. Donc c'est avec toutes ces cordes à ton arc que je t'accueille aujourd'hui, Anso, avec plaisir, sur le plateau d'Artop TV, car tu m'as dit Calliope. On va parler sommeil, mais hors de question d'endormir nos auditeurs. Alors soyons créatives et originales, à toi de jouer. Merci Calliope. Déjà, merci de m'accueillir sur le plateau d'Artstop TV. Artstop TV. Alors moi, ce que j'ai proposé dans cette chronique Un poil de culture, l'idée c'est simple, c'est au fil de mes sorties, de mes balades, des livres que je peux lire, des films que je peux voir, donner des pistes à explorer. Alors c'est pas un j'aime pas. Tout simplement parce que je trouve pas ça très intéressant. C'est pas non plus, je suis pas chroniqueuse culture, je m'en sens pas totalement légitime. L'idée c'est juste proposer des idées de sorties, de balades, de visites, des pistes à explorer ou pas, donner envie ou pas d'aller voir telle ou telle chose. Et alors justement, comment j'en suis arrivée au sommeil? Bah oui. Alors, Parce que sommeil et culture, a priori, faut créer une passerelle. Non, voilà. En fait, tout simplement, bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie. On est là pour ça, hein, humour et confidence. Ok. Donc c'était il y a quelques semaines, au moment du passage à l'heure d'hiver. Donc, bon, là, évoqué brièvement, j'ai un peu le syndrome de la marmotte. Je dors beaucoup, et donc le passage à l'heure d'hiver pour moi, c'est je rentre en hibernation, quoi, en gros. Ah oui, une marmotte. Voilà. Avec le petit chocolat. Et donc voilà, donc c'était exactement pile poil la semaine du passage à l'heure d'hiver où je me disais oh là là, ça y est, je rentre en hibernation et je ressortirai. Alors j'ai bien étudié la chose, on en ressort en gros vers la Saint-Valentin, vers le 14 février. D'accord, ok. Donc bon, ça fait une petite période d'hibernation. D'accord, voilà. Et donc je me baladais et là dans les rues de Paris, je vois une affiche qui me plaît bien, qui m'interpelle, qui s'intitule L'Empire du sommeil. D'accord. Et déjà, je trouve ça magnifique comme titre, L'Empire du sommeil. Et donc, c'est une exposition au musée Marmottan-Monet, une exposition de peinture. D'accord. Marmottan-Monet, d'accord. Et donc, en me baladant, je vois. Après, je sais pas si toi, ça te fait ça des fois, Calliope, mais après, quand on a vu quelque chose, on a l'impression de le voir un peu. Enfin, j'ai eu l'impression de voir que cette affiche. Ah si. Quand on voit qu'en enceinte, on voit que des femmes enceintes. Quand voilà. Une voiture rouge, tu donc vois moi, que une voiture rouge. Je ne voyais plus que l'Empire du sommeil. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement. Hein, au niveau du cerveau, il se passe quelque chose, voilà. Et l'intitulé me faisait rêver. Je trouvais ça très original de proposer une exposition de peinture sur le thème du sommeil. Enfin, moi, j'avais jamais vu. Non. Et du coup, j'ai potassé un petit peu avant d'y aller. J'aime bien faire ça. J'ai regardé et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que la commissaire de l'exposition, c'est une neurologue. Et donc je trouvais la thématique originale et effectivement ça a jamais été fait. Je trouvais le fait que ce soit une exposition pensée par une neurologue, je trouvais ça vraiment intéressant. Et ben donc excuse-moi, j'ai pas entendu. Neurologue ou urologue? Neurologue. Ok, parce que j'ai essayé de chercher. Neurologue. Ok. Et donc là je me suis dit bah faut que j'y aille. Faut que j'aille voir cette exposition. Je connaissais absolument pas le musée Marmottan-Monet qui est dans le 16e arrondissement. Ouais, j'allais te demander. Donc, direction le 16e arrondissement. Tout chic. Ouais, alors c'est le fin fond du 16e, enfin dans un contexte plutôt sympa. En fait, c'est un ancien pavillon de chasse transformé en hôtel particulier, un lieu magnifique. Ok. J'y suis allée un midi et j'étais toute seule. Bizarrement. D'accord. L'exposition venait de commencer, c'est peut-être pour ça, ou alors c'est parce que c'était le midi, je ne sais pas. Donc tout se présente bien, un joli cadre, j'ai le musée pour moi en gros, une ambiance très feutrée, tout en velours bleu marine et rouge, enfin très. Donc ça lié à l'expo, pas lié à l'architecture.
cette ambiance-là? Non, c'est la scénographie de l'exposition, l'Empire du sommeil. Ok, donc je suis dans le thème avec ma couleur feutrée. Ouais, oui, c'est ça. Puis un rouge un petit peu, Parfait. Voilà. Ok. Donc très cosy comme scénographie, très tout en velours, tout doux. Et là, dans cette ambiance un peu feutrée, donc je plonge dans ces œuvres sur le sommeil et ses mystères. Donc c'est aussi bien le sommeil paisible de l'enfant, les visions bibliques du sommeil, le sommeil dans la mythologie grecque, par exemple, l'érotisme aussi des corps assoupis, ou encore les cauchemars, mais aussi ça va jusqu'aux troubles nocturnes, somnambulisme. En fait, on évoque toutes les thématiques autour du sommeil dans cette exposition. Avec des grands peintres, ça va d'Ingres à Goya, Delacroix, des magnifiques peintures. Donc c'est assez hypnotisant. Je découvre aussi, j'ai bien aimé des sculptures, des tout petits formats de sculptures très mignonnes, et puis aussi des sculptures plus conséquentes. Bref, voilà, vraiment une exposition bien construite, très agréable. Et puis, sans trop savoir pourquoi, alors je savais pas au moment où je ce ressenti, j'arrivais quasiment au bout de l'exposition. En fait, elle est pas très longue, il y a une centaine d'œuvres dans cette exposition. Et au bout d'un moment, je sens comme un malaise en fait. Et en fait, je me dis mais en fait observer le sommeil des gens finalement, ça peut être malaisant. Parce que quand on est endormi, bon, un bébé, c'est mignon. Mais c'est pas toujours très photogénique d'être endormi. On est un peu. Voilà. Et en plus, on est un peu. Bon, on est vivant, hein, on est endormi, mais on n'est pas complètement mort, mais on n'est pas non plus complètement vivant. On est entre deux. On est un peu entre deux. Et en fait, cette vision donc c'était que des corps assoupis. Au bout d'un moment, je me sens un peu bizarre, ou presque un sentiment de voyeurisme, de regarder tous ces corps, donc pas morts mais vivants, endormis, dans des positions pas toujours, très esthétiques, pas toujours très esthétiques. Et je réfléchis à ça en me disant, c'est bizarre quand même ce sentiment que j'ai, et l'expo s'arrête. Assez abruptement pour le coup, c'est un peu bizarre. Et je ressors de là et je me dis, en fait, c'est peut-être tout simplement pour ça que le sommeil fascine les artistes. Ce côté un peu, on est entre la vie et la mort, c'est un peu un entre-deux mondes. On connaît pas bien, on sait pas bien, c'est un peu étrange. Donc l'expo s'arrête, donc je suis un peu groggy. Enfin, je réfléchis, je me dis tiens, pourquoi j'ai eu ce sentiment de voyeurisme, de regarder des gens qui dorment. Je me disais c'est pas naturel en fait. Et donc je marche, je suis dans mes pensées et je redescends les escaliers du musée. Et là, en fait, un peu par hasard, je me retrouve à l'étage de Claude Monet parce que c'est le musée Marmottan Claude Monet. J'apprends, il y a toute une salle d'explication que ce musée, en fait, c'est le légataire universel de Claude Monet. Et que c'est son fils, Michel Monet, qui a pris le flambeau et qui en a fait un lieu où on expose les peintures de Monet. Et là, alors, j'étais pas du tout venue voir. Voilà. Enfin, j'étais venue voir l'Empire du sommeil. Et là, changement d'atmosphère, donc des grands formats de Claude Monet, mais magnifiques. C'était un peu dans les sous-sols du musée, dans des salles en rond. Alors il y a des nymphéas, il y a les jardins de Giverny. Et là, alors c'est très étrange parce que le sentiment de malaise que j'ai eu pendant l'exposition sur le sommeil, c'était un peu physique. Et là, je ressens aussi, alors mais tout l'inverse, je revis tout à coup, je suis dans la nature et je respire de nouveau. À la fin de l'exposition sur le sommeil, je respirais. Hein. Oui, parce que très sensible aux expositions. Hein. Non, c'est un truc qui m'a pris. Et là, et pareil, ça me prend et ouf, je respire et c'était magnifique. Et je m'assois. En plus, c'est très agréable. Il y avait des bancs. Bon, j'étais toute seule. Je m'assois et je regarde ces formats géants de Claude Monet. Et c'était juste un sentiment je retrouvais un sentiment de vivant, en fait. Alors, conclusion.
je vous conseille l'exposition quand même L'Empire du sommeil parce on apprend plein de choses. Oui. Il y a par exemple une partie où on apprend, c'est pour dire que c'est à la fois, il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect artistique, il y a un peu il y a l'aspect aussi un peu sociologique. Par exemple, il y a une salle d'exposition sur le rôle de la chambre à coucher, qui est devenu vraiment un endroit intime qu'au Moyen-Âge. Avant, c'était pas du tout ça. Donc, on apprend plein de choses. Ouais. Donc, pour ça, tu valides? Je valide. Mais surtout, si vous y allez, alors allez découvrir ce lieu qui est vraiment très très beau et prenez la peine d'aller visiter l'étage de Claude Monet qui est vraiment se sentir de nouveau vivant finalement. Alors, pas que, c'est non. Bon, si on est fan de Monet ou pas. Ouais. Franchement, c'est juste magnifique. Ok. Donc pour ça, je vous conseille ce lieu. Et donc, pour revenir quand même à l'expo L'Empire du sommeil, l'exposition commence comme ça. Il y a un petit texte d'introduction. Tous nous dormons, même les insomniaques. Ok. Bah, oui, c'est vrai. Oui, juste très peu. Insomniaque, mais on dort quand même. Oui, juste très peu. Ou j'imagine en pointillé, voilà. Voilà. Donc bon, bah vous l'avez compris, moi j'ai pas de soucis de ce côté-là. Non, tu es une marmotte. Mais quand même un peu d'empathie. Et je me suis demandé, mais que font les insomniaques quand ils ne dorment pas? Bah oui. En fait. Bah je sais pas, ils repassent, ils font le ménage. Bah j'espère pas. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, alors les écrans représentent beaucoup, mais le sommeil c'est quand même un tiers de notre vie. Aussi. Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est les mêmes chiffres. C'est juste énorme. Ouais, donc un tiers à dormir, un tiers derrière les écrans, on fait plus grand chose, hein. Voilà. Alors bon, il y a bien les tisanes, ouais. Le verre de lait chaud, la musique douce, la méditation. Ouais. Et puis aussi, il y a quelque chose sur lequel j'ai eu envie de me pencher, qui est très tendance, c'est les personnes qui s'endorment en écoutant un podcast. Oui, alors je fais partie un peu de ces personnes-là. Ah, ouais. Alors, petite confession. Justement, alors j'ai étudié qui étaient ces personnes. Oh là, attention, oh là là, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas me révéler? Parce que justement, ça m'intéresse. Je suis pas une psychopathe. Pas loin. Alors, en fait, il y a deux catégories d'auditeurs. Ouais. Donc il y a ceux qui écoutent les émissions qui expliquent le sommeil, qui expliquent ce que c'est qu'une insomnie par exemple, toutes les émissions sur les applications ou les podcasts de relaxation, il y en a énormément. Et puis il y a aussi les fictions audio pour se préparer à la nuit. D'accord. Des histoires qu'on écoute pour s'endormir. D'accord. Et ça, tout ce que je viens de citer, donc à la fois les fictions audio et puis tout ce qu'on peut apprendre sur le sommeil ou le manque de sommeil, ce sont plutôt les jeunes, les 20-45 ans. D'accord. Qui regardent ce type 20-45 ans, je pense que je suis encore dans la tranche. Ok, ça marche. Bon, je sais pas. Donc ça, c'est plutôt les jeunes. Ok. Et puis il y a les autres. Ok. Les plus vieux, bon, je suis un peu entre les deux, mais voilà, les autres, un peu tout le monde. Eux, ils écoutent en fait les mêmes podcasts que ce qu'ils écoutent en journée. Ils font pas de dissociation, mais par contre, ils font la démarche d'écouter un podcast pour s'endormir. Ils disent ben moi j'ai besoin de ça, je vais écouter. Je suis quand même partie de cette catégorie-là. Je vais écouter t'es entre. Mais je suis entre les deux âges. Hein. Non, donne-moi 20 ans, mais allez. Donc il y a ceux qui se disent tiens, enfin qui ont besoin de ça. Enfin, et c'est un plaisir. Et bon, je sais pas trop, ils se mettent de côté des podcasts dans la journée et se disent, moi, j'écouterai ça ce soir avant de m'endormir. Et ça représente énormément de personnes aussi. Ah, je ne suis pas une personne rare. Non, mais alors ça peut être des comiques, ça peut être des histoires vraies, ça peut être des émissions scientifiques où on apprend des choses, ça peut être plein de choses. Mais c'est des émissions des podcasts qu'on pourrait écouter à tout moment. Tout à fait. Mais on se dit, je me garde ça pour ce soir avant de m'endormir, je vais m'écouter ça. Oui. Et il y en a même d'ailleurs beaucoup qui s'endorment avec une petite oreillette dans l'oreille, enfin qui le gardent jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ça c'est pas super. Ouais, non, ça c'est pas super. Et en fait, quand on fait l'addition de toutes ces personnes, finalement, ce qui les motive, finalement, c'est la même chose, c'est retrouver un rituel nocturne. En fait, c'est le besoin de déconnecter, tout simplement, de se détourner de pensées stressantes, d'arrêter ces espèces de ruminations mentales où on ressasse les mêmes trucs et c'est ça en fait qui nous empêche de nous endormir. Mais finalement, que ce soit de la méditation, de la musique douce ou des histoires drôles,
C'est exactement le même principe. Ça n'a pas d'importance. Finalement, Non, on fait ce qu'on aime, c'est plutôt bien, en fait, ce qui a été prouvé. C'est son petit rituel nocturne pour se sortir des choses qui passent un peu en boucle dans notre tête et qui nous empêchent éventuellement. Parce que tu vois, moi j'aurais tendance, tu vois, je te coupe à me dire, tiens, si j'écoutais un humoriste qui me faisait rire, ça va me réveiller, tu vois, ça va me stimuler. Mais eh ben non, en fait, le sens c'est pas ça, c'est que ça te sort de tes ruminations, ce que tu dis, tes soucis, tes angoisses, de ta vie, de tes soucis. Donc peu importe, ça fonctionne. En fait, ça te sort de ces pensées qui peuvent être stressantes. Donc peu importe finalement. Ça veut pas dire qu'on a tous des pensées stressantes, mais ça veut dire que ça met dans un état où on sort de cette petite rumination. Enfin, j'appelle ça rumination mentale parce que c'est vraiment on ressasse un peu toujours les mêmes choses avant de s'endormir en fait. Oui, ça ne sert à rien parce qu'on trouve pas les solutions le soir. Mais alors moi, ce qui m'amuse quand même, parce que moi je suis pas du tout, je suis ni moins de 40 ans, ni 40 ans. Je me sens très seule là sur le plateau aujourd'hui. Il y a quand même un paradoxe qui m'amuse, c'est que en fait il y a eu des études qui ont montré que les personnes qui écoutent les podcasts pour dormir en gros, ils mettent 10 minutes de plus que les autres à s'endormir. Ok, ça va. 10 minutes de plus. Oui. Ok. Donc c'est juste complètement absurde. Ok. Ils ont trouvé une petite routine qui les rassure finalement, puis c'est pas mal, qui les sort de leurs petits problèmes. Je dors 10 minutes de moins que toi, quoi. Ok. Voilà, mais au fond du fond, on s'endort pas plus vite en écoutant un podcast. Non, on s'endort pas plus vite. Mais en fait, ça nous fait penser à autre chose. Ouais. Bon, mais je suis allée quand même un peu plus loin. J'ai testé pour vous le podcast le plus écouté avant de s'endormir. Ah, c'est lequel? Alors, en tête des classements en France, il y a plus de 10 millions d'écoutes, ce qui est, moi je trouve ça énorme, incroyable. Ça s'appelle Somnifère. Je connais pas. Ça existe depuis plusieurs années. D'accord. Et en fait, j'ai testé. Donc c'est divisé en 3 parties. Donc au début, on nous explique un peu l'histoire qui va être racontée. En fait, au total, ça dure une vingtaine de minutes. On nous explique, c'est une histoire différente chaque soir. Donc voilà, ce soir, ça va être l'histoire de ça, ça et ça. Il y a une petite séquence méditation. Oui. Et après, on rentre dans l'histoire qui dure à peu près un quart d'heure. Ok, oui, quand même. Voilà. Et je suis pas allée jusqu'au bout. En fait, ça m'a pas passionnée. Non. Moi, bon, toi, t'es une marmotte. Je suis une marmotte. Après, j'ai vraiment compris quand même, même si je suis pas allée jusqu'au bout, le principe de déconnexion. Ouais. Ça met dans un état qui fait que on se sort de sa vie quand même. On est dans un. Alors, toi qui pratiques aussi le yoga comme moi, tu peux trouver quand même un petit parallèle. Ouais, c'est comme la méditation. Ok. En fait. Et même si, l'histoire m'a pas intéressée, pourtant j'ai choisi une sympa qui se passait en Grèce. Ouais. Mais non, ça m'a pas passionnée, mais je reconnais que ça, pour le coup, on déconnecte. Ok. En fait, et je crois que c'est ça le seul but. Ouais. Donc tu peux recommander à des gens. Ouais, bien sûr. En tout cas, qui connaissaient pas. Après, il y en a, ils vont préférer écouter de la musique. Ouais, bien sûr. Enfin, ça peut être plein de choses. Et puis il y en a, ça va les intéresser d'avoir une histoire différente chaque soir. Ça va les sortir de. Voilà, de leur quotidien, tout simplement. Et puis, alors j'ai continué à chercher ce qui se faisait aussi hors de France et ce qui marchait vraiment bien. Et là, c'est drôle, j'ai découvert que un des podcasts contre les insomnies le plus célèbre aux États-Unis, il arrive en numéro 2. Donc vraiment, ça fait un carton. Ça s'appelle Sleep with Me. Ok. Et en fait, c'est donc quoi, dors avec moi. Oui. Traduction littérale, mais rien à voir. Rien à voir. Ça dure 1 heure. Et en fait, c'est un type qui a eu une idée que je trouve géniale. C'est des histoires exprès très ennuyeuses. Ok. Mais vraiment. Ouais. Et en fait, les gens ne vont jamais jusqu'au bout. Ils s'endorment d'ennui. Ok, mais tu sais, ça me fait penser à une pub qui est passée, tu sais, qui passe au niveau des matelas, là, il y a une émission, je sais pas si ça te dit quelque chose, avec une voix monocorde très pénible, et c'est pour promouvoir un matelas. Ils sont peut-être inspirés de ça. Bien, ouais. Et en fait, oui, ça marche. Alors, ça marche tellement. Alors, ça marche, tout le monde l'écoute et donc s'endort d'ennui. Bon, pourquoi pas. Et c'est classé dans les podcasts santé. Sur iTunes. Ah oui. Tellement ça fait d'effet sur les insomniaques. L'auteur, faut qu'il le vive bien, quoi. Avec ses histoires ennuyeuses, voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà.
Non, bah, moi je trouve que c'est une super idée. Ouais. Et il devait pas s'attendre à ce que ça fasse un carton. Non. Et bon, si vous, j'avoue, j'ai pas testé. Mmh. Par contre, c'est en anglais. Jamais personne n'a eu l'idée de faire ça en français. Ok, pourquoi pas. Voilà, si on a il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à faire. Un truc à faire. Ok. Et alors, il y a un truc qui m'a troublé encore plus. J'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est les personnes, et j'en connais pas mal, qui adorent écouter, mais avant de s'endormir, des podcasts de faits divers, de témoignages. Alors moi, j'ai des copines qui font ça, des trucs angoissants, et je comprends pas. Alors, je me suis dit pourquoi. Ah bah alors, ça m'intéresse, hein, parce que j'en connais dans mon entourage. Et je me dis, ils sont malades. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur des faits divers en fait, sur tout ce qui est enquête criminelle. Oui, bon, les gens adorent, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils adorent avant de s'endormir. Oui. C'est ça que je comprends pas. Moi non plus. Donc, j'ai étudié la question. J'ai lu plusieurs enquêtes où on a été interroger ces personnes. Qu'est-ce que ça leur fait en fait? Et en fait, tout simplement, ces personnes ont expliqué que, c'est un peu ce que je disais précédemment. Ils arrêtent de penser à leurs petits problèmes, à leur petite vie. Ils relativisent. Oui, c'est vrai. Ils disent même, moi j'ai de la chance. Ah oui, j'ai pas été tronçonnée et mise dans un congélateur. Ma vie, elle est super. C'est vrai. Et même pire que ça, ils relativisent tellement qu'il y en a qui se disent, mais je suis bien au chaud sous ma couette, mais qu'est-ce que je suis bien, il peut rien m'arriver. Ça les sécurise. Ouais. Ok. C'est dingue, hein. Ouais, c'est fou. Voilà. Ouais, mais vu comme ça. Alors du coup, ça m'a fait penser à autre chose. C'est un peu, parce que pour le coup, bon, moi je suis une marmotte, mais qui aime lire le soir. Et pour moi, ce qui vivent là avec les affaires criminelles, même si c'est un peu glauque, c'est la même chose que finalement, pourquoi on aime lire un bon polar avant de s'endormir. C'est vrai. C'est complètement idiot. Ouais. Parce qu'en fait, on s'empêche de dormir. En fait, soit on s'empêche de dormir si c'est bien fait parce qu'on a peur, soit on s'empêche de dormir parce qu'on a envie de connaître la fin et les 2 heures du matin. Mais c'est un peu la même chose. En fait. C'est un peu le même principe. Du coup, alors juste pour vous, moi en fait, ce que j'aime, c'est les thrillers psychologiques. Et alors j'ai découvert que maintenant on appelle ça les thrillers domestiques. Ça te dit quelque chose? Non. Alors, et en fait, il y en a de plus en plus. Et de plus en plus de lecteurs. En fait, le principe des thrillers domestiques, c'est donc un couple bien sous tout rapport. Le mari est beau, musclé, la femme est belle, ils ont des beaux enfants, une belle maison. Ça fait envie. Un jardin, ils sont dans un beau quartier et tout va bien. Ils ont de l'argent. Ah oui, tout va bien. Et tout va bien. Mais en fait, dès qu'on pousse la porte, non, il y a rien qui va. Donc c'est ça le principe du thriller domestique. D'accord. Mais c'est toujours le même principe. Alors je sais pas pourquoi j'aime ça parce que c'est toujours le même principe. C'est un peu idiot. Et dans le style, donc il y a Lisa Garner et Gillian Flynn que moi j'aime beaucoup, qui sont très efficaces. C'est vraiment la famille parfaite, mais complètement déjantée au final quand tu pousses les soit portes. dysfonctionnelle, ou soit qui disjoncte, ou soit il se passe un truc terrible qui fait que tout part en vrille. Donc, comme j'en lis régulièrement, je suis donc allée à la Fnac après l'exposition au musée Marmottan. Et au nouveauté thriller, je suis tombée sur un livre donc en tête de gondole, La femme du serial killer. De Alicia Hunter. Voilà. Tu l'as emmené. La femme du serial killer. Ça marche. Alice Hunter. Et donc je vois ça. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, la femme du serial killer, c'est idiot, aucun effet de surprise. Voilà. Je sais que c'est, va y avoir la femme coupable. La femme va découvrir son mari qui est un serial killer. Je vais pas acheter ce truc. Et moi, je peux discréter. On a le temps? Allez, vas-y, essaye. Bon, alors, c'est comme, en fait, j'ai eu la même réflexion que je suis allée voir L'homme qui rétrécit. Le film de Yann Je l'ai pas vu. Oui, avec Jean Dujardin. Et en fait, on va voir L'homme qui rétrécit. Et pendant le premier quart d'heure du film, on attend que Jean Dujardin rétrécisse. Et il ne rétrécit pas. Si, alors, il rétrécit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise. On sait qu'on va aller voir un film où Jean Dujardin va rétrécir.
Donc, ça spoil un peu le. Ouais. Moi, j'aime bien être surprise. Ouais. Et en fait, en voyant un titre, La femme du serial killer, je me dis, Mhm. mais Mhm. bon, je sais déjà tout ce qui va se passer. Ouais. Et puis, je sais pas pourquoi, ça me turlupine. Ouais. Parce que je vois que chez les anglo-saxons, il y a 500 000 lecteurs quand même. Ah oui, quand Je même. me dis quand même, si c'est, il doit se passer quelque chose. Et je creuse toujours, et je vois que la Paramount TV en fait une série. Je me dis, il doit vraiment se passer quelque chose. Ouais. Bon, bah, je l'achète. Ok. C'est un petit investissement. Ok. Donc je lis. Alors bon, bah, je vais pas, non, je vais pas raconter, tu spoil non, pas. je vais pas spoiler. Juste le début, Ouais. pour vous dire que c'est très classique. C'est deux policiers qui frappent donc à la porte de cette jolie chaumière dans la campagne anglaise où vivent cette jolie famille. Et donc elle travaille dans un coffee shop. Lui, il travaille à la City à Londres. Il fait des allers-retours. Ils ont une petite fille Poppy qui est très mignonne. Et les flics toquent à la porte et lui disent, bah voilà, on vous emmène parce que votre ex-petite amie a disparu. Ok. Voilà. Bon, je raconte pas plus. Ok. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est la construction, mais c'est toujours ça qui est intéressant parce que c'est toujours un peu pareil ces bouquins-là. On a le point de vue de la femme, donc qui dit, bah je comprends rien, mon mari, ex-petite amie, voilà. Et on a le chapitre suivant, le point de vue du mari. Je comprends rien, pourquoi il m'embarque. Voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure, on a toujours les deux points de vue, mais ils en disent un petit peu plus au fur et à mesure. Ok. Et on en découvre au fur et à mesure, mais en croisant leurs deux points de vue. C'est ça. Et surtout, alors pourquoi je vous en parle quand même, c'est que en fait, et je pense que c'est pour ça que ça a fait 500 000 lecteurs, c'est qu'on est surpris jusqu'à la dernière ligne. Ah. Ok. Donc ça vaut le coup. Ça, Ah j'adore. oui. Ça, moi aussi, j'adore. Jusqu'à la fin. Tout au long, on en apprend, Ça, on en découvre un petit peu plus à chaque fois. Un petit peu plus. C'est super bien construit. Et patatras, ça on adore. Ça c'est le bouquin. Ça c'est ce qu'on aimerait. Et alors le plus drôle, bon je referme, donc il était 2h du matin. Ok. La marmotte un peu fatiguée. Et là je vois sur au dos apparaître la fille du serial killer et la sœur du serial killer. Ça aurait pu, ouais. Après c'est ta cousine, la tante. Voilà. Et là je me dis, mais finalement c'est une bonne idée cette histoire de titre qui n'en est pas un et qui donne pas envie de le lire. Ouais. Parce que je vais l'acheter moi la fille. Ah oui, là t'es partie là. Tu vas te faire je me ta dis collection. bon oui. t'as adoré être surprise, c'est la fille du serial killer, mais t'as envie d'être surpris jusqu'au bout en fait. J'ai envie que ça se reproduise bien de sûr. la même manière. Ouais. Donc tu recommandes? Oui, je recommande. Et alors, bon, j'en profite. Alors, j'aime pas recommander un seul truc. Ok. Donc, il y a un autre livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, un autre pareil, thriller domestique. Ok. En fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que, comme je disais, c'est la construction que je trouve intéressante. Et là, je trouve que c'est une super bonne idée de construction de thriller. Donc, le titre, c'est Le courant d'air. Ok. Donc, c'est Le courant d'air. Le courant d'air. Catherine Ryan Howard, ok. Je ne connaissais pas. Numéro 1 du suspense en Irlande. On est toujours chez les anglo-saxons. Ok. Ouais, numéro 1 quand même. Voilà. Ouais, quand même. Ouais, alors, le pitch, c'est Eve, une petite fille de 12 ans, qui voit toute sa famille massacrée par un serial killer. Serial killer qui massacre d'autres personnes également, qu'on ne retrouve jamais. D'où son nom, le courant d'air. Ok. Et 20 ans se passent. Et on n'a toujours pas retrouvé le courant d'air. Et Eve, donc, elle a du mal à se reconstruire quand même, parce que voilà, c'est un peu difficile. Et elle décide d'écrire l'histoire de ce qu'elle a vécu avec ce courant d'air. Mais à sa façon. Et elle peut dire ce qu'elle veut. Donc c'est elle qui décide de faire Et elle intitule son livre Le courant d'air. Ça va, tu me suis? Je te suis. Ok. Parce que l'idée, c'est à travers son récit, c'est faire sortir le courant d'air de sa tanière. Ok. Et il se trouve que le tueur, donc on n'a jamais retrouvé, il travaille dans un hypermarché et il tombe sur le livre Le courant d'air. Donc le courant d'air tombe sur le courant d'air. Il plonge dans le livre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc le livre Le courant d'air que j'ai acheté, c'est à la fois le récit de Eve qui raconte son histoire, ses ressentis,
C'est à la fois le récit du tueur, qu'est-ce qu'il ressent en lisant le livre, et c'est à la fois le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Le courant d'air. Oh, la construction. Il y a des chapitres de son livre qu'elle a écrit pour faire sortir le tueur de sa tanière. Quelle construction, la littéraire. Et on oscille entre ces 3 points de vue-là. Ah oui, c'est original, ça. Et c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne bien. Ouais, ça donne envie, parce que tu vois, faut. Mais je trouve ça un petit peu, mais ça donne envie de lire. C'est une mise en abîme en fait, mais ouais. Mais original. Enfin, moi j'ai jamais. Peut-être que ça existe. Hein. Non, en tout cas, bon, c'est numéro 1. C'est numéro 1, c'est pas un hasard, voilà. Ok. Mais je trouve ça intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà, si jamais je vous ai donné envie. Bah moi tu me donnes envie. Bon, voilà. Alors, bon, il y en a qui lisent très tard. Oui. Je sais pas, toi. Oui, en ce moment j'ai un petit peu moins, tu vois, je suis plus sur les podcasts, mais je lis tard. Ouais. Il y en a qui écoutent des podcasts, il y en a qui lisent très tard, et puis il y en a qui ont tout simplement pas besoin de dormir, en fait, pour revenir à ma thématique de ce que, enfin, des choses que j'ai pu voir dans l'exposition au musée Marmottan. Par exemple, alors. Tu as évoqué tout à l'heure Einstein. Oui. Dali, il dormait quasiment pas et il peignait beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui dormaient pas. Oui, alors c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait effectivement. Alors la légende raconte. Je me suis dit qu'il y a peut-être une artiste qui sommeille en moi, vois-tu. Voilà, c'était la conclusion. Ben moi non. Ah bah oui, toi non, Marmotte non. La légende raconte que Léonard de Vinci il faisait des micro-siestes de 20 minutes. Lui aussi alors. C'est tout. C'est tout. Ah, ok. Que des micro-siestes. Ouais, donc le contraire. Toutes les 4 heures. Ok. Je sais pas, tu peux essayer. Oui, je vais essayer. Alexandre Dumas, alors là c'est pas une légende parce que c'est lui qui l'a écrit, il dormait 4 heures par nuit. Peu. Et alors là, le hasard fait que je tombe sur une interview de la fille d'Orson Welles. Ok. Qui raconte que son père faisait seulement une sieste de 2-3 heures par jour l'après-midi et c'est tout. Il ne faisait que travailler le reste du temps. Ok. Et elle raconte même que en fait, elle entendait sa machine à écrire tout le temps. 24/24. Ah, ok. C'est ça le secret de la réussite, pas dormir. Ah, on va y venir. Ah. Et lui, il disait qu'en fait, la nuit, c'était le seul moment où il pouvait penser. Ouais, alors, ça je comprends. Alors il travaillait. Je comprends. Bon, alors il buvait aussi beaucoup de café. Oui, aussi. Ah oui, ouais, pas de whisky un peu, je sais et plus. du whisky. Ouais, il me semble. Et il fumait le cigare. Ouais, bon, ça fait cliché, mais ouais, voilà. Et alors, le hasard fait que je me balade toujours dans Paris et je vois que la Cinémathèque française lance sa nouvelle grande exposition, c'est Orson Welles. C'est en fait, elle s'intitule My Name is Orson Welles. Ok. Donc la Cinémathèque française, c'est dans le 12e, à Paris, dans le parc de Bercy. Et en gros, il y a 2 grandes expositions chaque année. Ce qui est intéressant, ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'exposition, et puis ils en profitent pour faire. Il y a 2 salles de cinéma, donc il y a aussi des rétrospectives pour ceux à qui ça donne envie d'en savoir plus, quoi. Et donc j'ai eu envie d'aller voir cette exposition. Bon, du jour, voilà. Pour me cultiver un petit peu et puis pour comprendre tout ce que faisait cet insomniaque. Oui. Parce qu'il est en fait il était complètement hyperactif, mais très 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 talentueux. Oui. Il était à la fois, il était comédien, auteur, metteur en scène, il a même fait de la magie, il était animateur radio, il a fait de la peinture. Alors il paraît qu'à 2 ans, il jouait déjà du piano, mais sa mère était pianiste, une grande pianiste. Il paraît aussi qu'il mettait en scène ses premières pièces de Shakespeare à 7 ans. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui ressort de cette exposition, c'est que c'est clair que ça foisonnait. Enfin, il a fait énormément de choses. Et après, ça donne envie d'aller retourner voir Citizen Kane, son film, qu'il a réalisé quand même à 25 ans, donc ce qui est quand même énorme. Ouais, un pur génie. Et en fait, alors en sortant de cette exposition, outre son immense talent, donc on peut découvrir, il y a un truc qui m'a un peu qui m'a un peu amusée, c'est que c'est quelqu'un qui en fait a souvent bluffé. Okay. Donc il avait le talent. Et par exemple, l'anecdote, c'est que à 16 ans, bon, il va en Irlande, il a envie de découvrir l'Irlande. Il avait fait une école où il avait appris le théâtre quand il était plus jeune. Et il toque à la porte du plus grand théâtre de Dublin. Et il dit, il ment sur son âge. Et il dit, voilà, je suis un super célèbre acteur aux États-Unis, embauchez-moi. Ok. Puis il a été embauché. Ah, super. Puis il a joué pendant 2 ans dans ce théâtre. Quel génie. Bravo.
Ouais. Et en fait, dans ce parcours, bon, il n'y a pas que ça, hein, mais moi, c'est ce que j'ai retenu parce que ça m'a amusé. C'est quelqu'un qui, outre son talent, a tout le temps comme ça essayé les trucs d'y aller au bluff. Ok. Et ça marche. Enfin, ça marche pour lui. Alors, moi, je pense que je me suis dit, ça marche, mais il faut un peu de génie derrière quand même. Oui, ça marche qu'un temps sinon. Hein. Mais ça vaut le coup de tenter, en fait. Ok. C'est ça que je me suis dit. Ouais. D'oser, en fait. Voilà. Okay. Alors après, bon, moi, j'ai pensé à tous ceux qui pouvaient pas aller à la Cinémathèque française. Ouais. Voilà. Les provinciaux, notamment. Voilà, par exemple. Et alors, il se trouve que il y a un podcast qui est sorti au même moment que l'exposition, donc le mois dernier sur France Culture. Et c'est son nom était Orson Welles, et c'est le pendant de l'exposition. Ok. Donc il y a 6 épisodes et avec beaucoup d'archives. Et bon, si par hasard ça vous donne envie de vous replonger dans la vie et dans l'œuvre d'Orson Welles, peut-être s'en inspirer en plus. Il y a ce podcast qui s'appelle Son nom était Orson Welles. Voilà. Noté. Parce que il y a ceux qui s'endorment pour rêver. Oui. Et puis il y a ceux qui veillent pour créer. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est aussi ce qui ressort de l'expo que j'ai vue, l'Empire du sommeil. Et alors, figure-toi que j'ai pensé à toi, Calliope. Ah bon? Ouais. Pendant l'expo. Tu penses à moi? Ouais. En fait, à un moment, il y a un énorme tableau qui représente Hypnos. Ouais. Le dieu du sommeil. Ok. Donc Hypnos, il se transformait en oiseau et il survolait les gens pour les endormir. Ok. Je te raconterai après comment. Et en fait, ton père. Mon père. Ouais, ton père. Il l'a rencontré Hypnos. Ah d'accord. Ok. Ton père, Zeus. Ah, ok. Pas mon papa. Non, Zeus. Ok. Parce que en fait, alors c'est ça qui m'a fait rire, c'est que en fait, il avait, bon, je suis désolée, il avait une vraie femme, ton père Zeus. Ah d'accord. Il y avait ta mère, mais il y avait aussi sa femme. Oui, c'est vrai. Sa femme s'appelait Héra. Oui. Et et un jour, elle a été voir Hypnos. Ok. Pour lui demander d'endormir Zeus un peu profondément pour complètement changer le cours de la guerre de Troie pendant qu'il dormait profondément pour que les Troyens reprennent le dessus. Tu savais? Non, ça je savais pas. Et alors tu sais comment Hypnos il fait pour endormir les gens? Non. Donc il se transforme en oiseau. Ok. Il s'envole et il leur lance des fleurs de pavot. D'accord. Sur les yeux. D'accord. Parce que tu savais ce qu'il y a dans les fleurs de pavot? Tu vas me le dire? De l'opium. Ah voilà. Bonne petite drogue pour bien s'endormir, c'est un peu la conclusion. Et non, alors la conclusion c'est que ton père, Zeus. Mon père Zeus, oui, pas mon papa, mon père Zeus, père de Calliope. Donc Zeus, il s'est réveillé, il était furieux. Ouais. T'imagines? Ouais. Et il était tellement furieux après Hypnos que Hypnos a dû se réfugier chez sa mère pour se protéger. Et après, il est toujours resté chez sa mère. D'accord, ok. Un Tanguy, quoi. Okay. Voilà. Ça, je trouvais ça rigolo, mais bon, c'est une autre histoire. Ouais. Et par contre, alors, ce que j'ai appris, la mère d'Hypnos, elle s'appelle Nyx la nuit. Okay. Elle a eu 2 enfants. Donc, elle a eu Hypnos, et c'est des jumeaux, et Thanatos. Hypnos, donc, c'est le dieu du sommeil. Et Thanatos, c'est le dieu de la mort. Et alors, je me suis dit, c'est peut-être cette proximité entre la mort et le sommeil qui m'a un peu mis mal à l'aise pendant l'exposition L'Empire du sommeil. Oui, je pense, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une théorie qui pourrait dire que les gens qui ont peur de s'endormir ont sans doute peur de la mort, non? Eh ben, peut-être. Ouais. Alors oui, le sommeil, la nuit, les rêves, tout ça, ça inspire depuis toujours les artistes, les écrivains, les cinéastes. Certains s'y abandonnent, certains le fuient, mais tous trouvent quand même matière à création. Et je m'arrête là parce que c'est juste un poil de culture. Merci beaucoup. Merci Anso. Merci.